Bienvenue à cette édition de l'heure Afro-Fierté. Merci King, merci Naomi d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Dans le fond, on est en pleine conversation avec Fierté et en étant membre de la communauté afro-queer de Montréal, on avait eu des conversations avec Naomi, on avait eu des conversations avec King aussi, un peu plus informelles, et on avait envie de prendre l'espace en fait pendant cette édition 360 de Fierté et juste d'être là de discuter de nos réalités, de nos résiliences, de nos beautés, de nos projets, de nos vies et de recentrer les expériences noires dans ce festival entièrement Fierté. Donc c'est ça. Nous allons aborder cette conversation d'une manière anti-oppressive en rappelant que nous sommes sur un territoire non cédé, Montréal, Tiohtià:ke, avec la nation Kanien'kehá:ka qui est gardienne des eaux et des terres des espaces où nous habitons et où nous nous réunissons virtuellement. N'hésitez pas à parler français, anglais, franglais, un mix des trois. C'est Montréal quand même. Aucune oppression de la langue pendant cette conversation. Et puis c'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Naomi, la sublime, l'illustre, la merveilleuse, la pionnière, la princesse, la haïtienne, la blonde bombshell. Fait que c'est ça, Naomi. Moi, je te présenterai en tant qu'une trailblazer de la communauté, une pionnière de la communauté, une femme trans noire qui est vocale, qui se bat pour l'inclusion, pour la diversité, pour la fin des oppressions de toute forme sur nos corps, sur nos identités. Naomi est une personnalité respectée de la culture de ballroom à Montréal. Represent, merci de faire honneur de ta présence ici. She's Faith, she's Perfect 10, she's Catwalk, she's Body, she's Sex Siren, she's everything, Thank you, Naomi. Et puis, nous sommes aussi là avec King qui est genre... pour moi, c'est aussi difficile de te décrire parce que King, j'ai l'impression que tu es partout et sur aussi des sentiers où les personnes trans noires n'ont pas encore été. Donc, King m'a appris à réapprécier l'industrie du rap avec nos identités parce que le rap parfois est très violent avec nos identités, mais King se réapproprie en étant un artiste accompli qui a lancé sa magnifique boîte de production Black Transgenders, excuse ma langue, donc avec d'énormes projets qui ont été déjà faits et d'énormes projets qui sont en cours, dont on reparlera peut-être plus tard. Mais c'est ça, King, Naomi, merci pour tout ce que vous faites dans Montréal et merci d'être là aujourd'hui. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc moi, en discutant avec Naomi m'a inspiré, King aussi, tu m'as inspiré à toujours comme se battre pour rentrer dans Fierté et avoir notre place dans Fierté Montréal. Et puis c'est avec les conversations que j'ai eues avec vous et les conversations de façon formelle ou de façon informelle que j'ai décidé de comme avoir ce brainstorm et de mettre cette plateforme en place avec toujours votre aide et vos conseils qui ont été très appréciés. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, on va parler de qu'est-ce que c'est que de transitionner en tant que personne noire dans le cadre de Montréal. Et je pense que vos deux expériences sont absolument importantes. Il y aura beaucoup de personnes noires qui vont nous écouter, il y aura beaucoup de personnes non noires, beaucoup de personnes noires queer, beaucoup de personnes... donc, vos expériences et vos
vos, vos idées sont absolument valeureuses. Donc c'est ça. Donc par exemple, je vais commencer par une petite. J'avais un peu brainstormé, me disant comment on va avoir cette conversation, et je me disais, les amis, est-ce que ce serait pas par exemple intéressant de commencer à juste parler, un peu expliquer de qu'est-ce que la dysphorie en fait, qu'est-ce que la dysphorie de genre, et parce que je pense que c'est le point de départ de toute personne trans. Admettons, Naomi, ma belle, qu'est-ce comment tu définis toi la dysphorie, comment tu l'as senti peut-être tes premières fois, et aussi peut-être des petits exemples qui sont un peu plus concrets pour que peut-être les personnes qui se considèrent ces genres comprennent notre vécu en fait. Donc vas-y ma Parfait. belle, on s'écoute. Parfait. Merci beaucoup, Wayo, pour les présentations. C'est très apprécié. Merci. Enfin, moi, je vais commencer par parler de la dysphorie pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui vit avec beaucoup de dysphorie à tous les jours, dans ma vie de tous les jours. Que ce soit physiquement, que ce soit mon identité du genre, de façon, que ce soit la façon que les gens me misgendrent et me rappellent de où que je viens, donc que j'étais un petit garçon qui a transitionné et tout. Moi, pour moi, je trouve que la dysphorie et le misgendrer quelqu'un, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, que les gens ne voient pas comme si c'était quelque chose qui était très grave, mais c'est quelque chose qui est très violent et qui peut pousser quelqu'un à commettre des actions ou à se faire du mal parce que la personne ne s'aime pas comme qu'elle est. Comment que moi je deal avec la dysphorie? Bon, c'est sûr que j'essaye de me mettre dans mon moment présent. À tous les jours, je vais plus que la dysmorphie ou la dysphorie? Dysphorie, ouais, dysphorie, je pense dysphorie seulement. Ok, dysphorie. Moi, comment que je vis la dysphorie à tous les jours, c'est que je vais me regarder dans le miroir, je vais me dire, mon Dieu, mon visage est quand même assez masculin encore. Mon Dieu, mon corps est encore assez masculin. Puis regarde, moi, pour moi, de pouvoir passer à travers ça, c'est beaucoup plus qu'aller chercher de l'aide psychologique ou bien me rassurer ou travailler sur mon estime de moi. Moi, je prends des actions qui sont concrètes, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec un chirurgien, consultation, booker une date de chirurgie. Moi, pour moi, c'est comme ça que je deal avec la dysphorie. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut nécessairement se lever demain matin et dire, OK, je veux mettre l'argent pour changer telle et telle chose sur mon corps. C'est pas tout le monde qui font le même travail ou qui ont le budget de transitionner. Ça peut prendre plus de temps pour d'autres comme que pour d'autres cas, ça peut être plus facile. Mais c'est sûr que s'il y a quelque chose qui ne te met pas à l'aise avec ta personne, c'est important de soit faire un travail sur soi afin de l'accepter ou soit prendre des actions concrètes parce que je pense que on vit dans un corps à tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On sort dans le public. On est déjà conscient de cette dysphorie-là. Puis en plus, les gens mettent par-dessus en nous misgendrer. Donc, ça devient extrêmement lourd. Moi, il y a plusieurs choses chez moi que j'ai de la dysphorie, que ça soit mon corps, que je trouve que mon corps n'a pas une forme qui est quand même assez féminine. Ça, c'est quelque chose qui va être changé d'ici le mois de septembre. Que ce soit ma voix, que je trouve que ma voix est très grave, un ton très rauque, c'est quelque chose que j'ai énormément de difficultés avec. Puis j'ai de la misère à vivre avec à tous les jours et à chaque minute, quelqu'un me le rappelle parce que j'appelle au service à la clientèle. Ils savent mon nom, c'est Naomi Champagne, mais par contre, ils vont m'appeler monsieur. Parfois, c'est un accident, parfois, c'est intentionnel, que ce soit en personne ou bien au téléphone. Parfois, les gens sont vraiment intentionnels. Ils veulent juste te le dire que je sais que tu es trans ou je le vois que tu es trans ou j'entends que tu es trans. Tu sais, ils veulent vraiment se moquer. Donc, il faut faire vraiment attention à comment les gens peuvent être méchants puis comment que nous, on vit notre dysphorie. Parce que c'est important que nous, comment qu'on vit notre dysphorie, de prendre le temps de, de dire, OK, je commence ma transition. Si ça fait juste 3 mois, ça fait juste 6 mois, ça fait juste 2 ans ou 3 ans, de se laisser le temps et de se donner cet amour-là.
parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va nous le donner. Oui, c'est clair que nos amis alentour de nous vont dire, t'as pas besoin de facial feminization, t'as pas besoin de BBL, t'as pas besoin de laser, mais ils savent pas comment que nous, on le vit. Moi, quand je sors dehors et que mes hanches sont pas féminines ou que ma voix est plus rauque et que les gens le remarquent, je me dis, mon Dieu, que dois-je faire? Que dois-je faire pour que ça s'arrête? C'est une violence continuelle qu'on doit subir. Déjà je dirais pas qu'on ne s'aime pas, mais déjà qu'on a de la misère à vivre avec notre propre identité. Je ne voudrais pas dire qu'on a de la misère à vivre avec notre propre identité. Je veux vraiment pas que les mots pèsent trop lourd. Je trouve que déjà qu'on est des personnes qui sont en transition, afin de transitionner vers le sexe qu'on se sent, que vraiment qu'on s'identifie. Puis en plus, on doit dealer avec ça. Donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis à chaque personne qui vivrait de la dysphorie, moi, je leur dirais de prendre le temps de travailler d'abord sur leur estime de soi. C'est très important de travailler sur son estime de soi et son acceptation de soi. Parce que peu importe le nombre de chirurgies que tu vas avoir, être self-conscious, c'est quelque chose qui peut être là pendant très longtemps. Tu peux avoir toutes les chirurgies qu'il faut, mais tu vas te regarder dans le miroir et tu vas toujours te rappeler ce petit garçon ou cette petite fille que tu étais à l'intérieur de toi. Donc, si le travail d'estime de soi n'est pas fait d'abord et avant tout, avant d'aller voir quel que soit des chirurgiens ou de faire une métamorphose à son corps, on va rester au même point, puis vous allez dépenser des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines de milliers de dollars, puis vous n'allez pas être content. Il faut un travail de soi, un travail d'acceptation de soi. Par la suite, on peut prendre des actions concrètes. Moi, c'est ça que j'ai fait, moi. Parce qu'il y a beaucoup plus que juste ma voix ou mon... Tu sais, même ma grandeur, parfois les gens, ils aiment ça se moquer, ils aiment ça dire que je suis trop grande pour une fille, je vais sortir dans une date avec un gars, puis il va dire t'es trop grande, parce que les hommes, ils veulent vraiment des petites filles toutes petites, toutes minimes, tu sais. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de difficultés à dealer avec, mais je ne changerais pas ma grandeur pour n'importe quelle autre grandeur. Je ne changerais pas mon 6 pieds 2 quand je mets une petite robe, quand je mets un beau pantalon long, qu'on voit que je suis une Amazone. Je veux qu'on le voit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, je me sens fierce quand je m'habille, je me sens fierce dans la façon que je marche, la façon que tu sais, que je me déhanche et tout, je trouve ça fierce. Mais j'ai dû faire un travail sur moi, j'ai dû faire un travail d'estime, puis après ça, je m'en vais pour les actions concrètes ou je suis allé pour les actions concrètes. Donc, c'est très important. Yo, j'ai voulu tellement jumper dans la conversation, Naomi, à tellement pas, je dis, c'est qui t'a amélioré là? J'étais où là? Genre, une belle dame comme, like, what? Quoi? Genre, ok, on traîne pas assez souvent ensemble. Je pense que c'est la pandémie là, parce que moi, genre, je vois pas. Enfin, anyway, je comprends pas. Bref, ça c'est une autre conversation pour nous deux plus tard, Naomi, toi et moi. On va se battre dans la rue. Non, ne vous battez pas dans la rue là, c'est juste une joke. Mais c'est ça, on va être vocal au moins, tu sais. Mais c'est ça. Mais non, franchement, Naomi, ce que tu dis, ça m'appelle dans le sens que parfois la dysphorie, c'est juste ta relation avec ton miroir, en fait, tout simplement, tu vois, dans le sens de tu peux être tu peux avoir transitionné en tant que homme trans, le plus masculin, le plus peut-être, je sais pas, le plus poilu, le plus musclé, mais tu vois dans le miroir des petites choses. Tu te rappelles même la même chose en tant que femme trans. Tu vois des choses qui sont comme, oh, mes épaules, oh, ma poitrine, oh, mes hanches et tout ça. Mais et même pareil, si on le répète à tous les jours que t'es belle, que t'es une femme, et puis par exemple Naomi, moi quand je te vois, tu sais, Naomi, moi je viens d'Afrique de l'Est là, et puis les grandes dames là, chez nous il y en a des 6 pieds 2, des madames de 6 pieds 2, puis ça se trimballe dans la rue comme c'est, de façon très très royale, très élégante. Fait que c'est aussi une terme de like where are you in society et dans quel espace. Mais c'est ça, mais genre mais vas-y, j'aimerais beaucoup que King tu sautes là-dessus et tout, tu dises genre comme ta définition de la dysphorie, comment genre plus toi elle est arrivée tu l'as senti, comment tu gères avec et tout ça. Ouais, franchement ça m'intéresse, go ahead. Euh, Déjà, la dysphorie, c'est quelque chose que
enfin, je pense que c'est important de dire aussi que c'est pas quelque chose enfin, il n'y a pas toutes les personnes trans qui ont de la dysphorie. C'est vraiment, c'est une expérience très personnelle, donc c'est comme chaque personne c'est ça, chaque personne a une relation différente avec la dysphorie. Pour moi, ma dysphorie, elle est complètement basée sur ce que le monde reflète. Parce que moi, personnellement, je m'identifie comme non-binaire. La raison, genre, quand je m'identifie comme non-binaire, moi, personnellement, je trouve que, genre, masculinité et fémininité, genre, il y a des fois, je me sens beaucoup plus, genre, comme femme que, genre, masque, mais pas par la manière dont je me présente, juste la manière dont je ressens ou je regarde le monde. Parce que je pense que c'est aussi, enfin, c'est question, pour beaucoup de gens, il y a, la présentation, c'est quelque chose, enfin, moi, je sais que je me présente en tant que personne plus masculine parce que, bah voilà, j'ai passé 22 ans de ma vie à être forcée à être féminine. Et pour moi, c'est ça, en fait. Moi, je vois pas ça comme masculinité versus féminité. C'est plus genre, pour moi, genre, je suis allée au contraire de ce qu'on m'a forcé à ressembler quand j'étais petit. Parce que pour moi, c'est ça la liberté, c'est de dire non, vas-y, je suis pas qui, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai quand même de la dysphorie beaucoup, par exemple. Moi, ma dysphorie, ça vient beaucoup des gens avec qui, parce que quelqu'un dans la rue qui m'insulte et tout, c'est vrai que genre, enfin, c'est comme je me fais mes genres au téléphone et tout, et les gens, quand ils savent que je suis trans et que genre, je me suis fait outer en public parce que les gens, ils savent qui je suis et ils me voient et ils sont comme, oh, toi, t'es la personne trans qui était, enfin, non, t'es le trans qui était sur le panel, là, non, 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 non. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois où les gens, ils disent des trucs comme ça en public ou dans le métro, et t'as tout le wagon qui se retourne et tout, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et, et ça, genre, d'un côté, c'est comme, ouais, quand ça arrive, c'est comme j'ai du mal ça, j'ai un peu peur pour comme mon safety. Mais pour moi, c'est pas genre la manière dont je me regarde dans le miroir quand je me sens pas bien avec qui je suis, c'est c'est à cause des gens que je connais en fait. Parce que par exemple, toute la communauté queer va être comme, oh oui, tous les tu sais, les corps masculins ou les mecs, on aime tous vos corps, soyez, genre, ayez le dad bod et tout. Mais la réalité, c'est que la seule photo d'un mec trans qu'ils vont partager, c'est la photo de Leith Ashley, tu vois. Et le truc, c'est que, après, c'est comme, moi, je sais que, genre, quand je vois, c'est ridicule, mais moi, je sais que c'est ça, quand je vois pas, genre, mes abdos, je pars en dépression, tu vois. Parce que je suis comme, ok, mais mon corps, il sert à rien, du coup. C'est comme, ça sert. Et puis, après, c'est comme, je regarde et je suis comme, pour moi, je vois plus que, genre, mon chest, genre, je commence à plus l'aimer ou des trucs comme ça. Et c'est juste, pour moi, c'est comme si le monde était il accepte, c'est ça, le monde extérieur acceptait vraiment tous les types de corps comme ils le disent, ou s'ils acceptaient, enfin, c'est tout ça, en fait. C'est comme de dire que, ouais, tous les corps, enfin, de parler contre le body shaming, mais après, ce qu'il y a sur ton Facebook, c'est toujours les mêmes types de corps. Enfin, les gens, ils parlent, mais ils mettent pas ça en pratique. Et après, c'est comme, par exemple, ils viennent me dire, ouais, t'as pas besoin d'avoir pareil comme Naomi a dit. Genre, les gens, ils viennent me voir tout le temps en me disant, ah, t'as pas besoin d'opération du torse et tout, t'en as pas besoin, ça se voit pas, non, 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 non. Et moi, je suis comme, mais au pire, c'est mon corps, genre, tais-toi, genre, c'est pas tes affaires, je fais ce que je veux. Et pour moi, c'est comme, je fais ce que je veux. Et si, par exemple, genre, c'est ça, je sais pas. Et c'est juste, genre, ouais. Et je pense, moi, la manière dont je vois, ouais, la dysphorie et tout, c'est vraiment, je me demande parfois quand je me sens vraiment, c'est ça, quand je me sens vraiment mal et que je me dis, parce que moi, c'est ça, je suis personne migrante et tout, je peux pas avoir d'opération, je peux pas avoir enfin, même de testostérone, je peux pas aller chez un docteur et faire récupérer ça, tu vois, donc, parce que j'ai pas d'assurance maladie. Et, et c'est ça, et donc, mais la manière dont je regarde quand je me dis que je peux pas changer la manière dont je ressemble, je peux pas changer mon corps parce que j'ai pas l'accès à tout ça, et ben je me regarde et je me dis ouais, mais si tu étais né il y a 3000 ans par exemple et que la beauté que tu voyais dans les magazines c'était pas Leith Ashley, est-ce que tu aurais envie de changer ton corps si tout le monde te disait que ton corps était beau direct, si tu te faisais pas rejeter par toutes les meufs et tout parce que t'es trans, si tu te faisais pas, tu vois, si les gens ils s'assumaient pas que genre sexuellement t'aimes faire des trucs comme ça parce que t'es trans et que ton corps est comme ça ou comme ça ou comme ça, ou qui mettaient pas des mots directement, tu vois, sur les parties de ton corps qui vont pas avec comment tu te sens, peut-être que je me sentirais différemment, en fait. Et donc, pour moi, à chaque fois que, genre, je me regarde mon corps et que je me dis, j'aime pas mon corps, et ben, je dis tout le temps, ouais, je sais pas, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Et pour moi, j'essaie de rediriger cette haine que j'ai envers moi et je me dis, non,
c'est pas toi qui est en train de te faire du mal en ce moment, c'est la société qui te dit que toi, t'es pas beau, genre. Et donc, c'est pour ça, en fait, c'est ça, moi, le travail que je fais sur moi-même. Je me dis, mais regarde, tes ancêtres, ils t'auraient dit que t'es beau, tu vois. Et tes ancêtres, ils se sont battus pendant des centaines d'années pour que tu arrives à être ici. Et pour moi, genre, c'est ça, faire du travail sur moi-même, pour moi, c'est vraiment aussi quelque chose de spirituel aussi. Et c'est vraiment d'être comme, d'honorer les personnes qui ont souffert pour que mon corps puisse exister aujourd'hui. Et donc voilà, c'est comme ça, moi, ma relation avec la dysphorie, j'imagine. C'est, c'est juste comme assez intéressant parce que on vient d'avoir comme, tu sais, genre, j'avais un peu résumé tout à l'heure un peu Naomi, genre, qui disait genre, oh, ma relation avec le miroir, et que j'ai dit, oh, Naomi, je me sens pareil aussi, puis genre, après, toi, King, tu viens et tu dis, oh, ma relation avec genre le monde et tout, genre, tu sais, parfois même, c'est tellement intéressant, tu vois, parce que quand tu parlais, Naomi, quand tu parlais, il y avait des trucs qui me revenaient dans ma tête, et quand King, tu parlais, il y avait des trucs qui me revenaient dans ma tête, dans le sens, parfois, les gens, ils vont juste te dire des trucs, même dans nos communautés, tu vois, ils vont te dire, attends, moi, et des choses qui vont paraître pour des compliments, genre, oh, mais toi, t'as pas besoin de cette chirurgie parce que cette partie de ton corps, elle est déjà assez féminine. Et puis toi, ton mind focus sur cette partie parce que tu te rends compte que la personne est en train de focus sur cette partie de ton corps, mais c'est comme, mais pourquoi tu focus sur cette partie de mon corps, genre, et puis là, comme, pendant les 5-10 minutes qui suivent, ta dysphorie monte parce que justement, on t'a fait, genre, recentrer sur une partie de ton corps, c'est comme, ben, tu sais, genre, et c'est tellement, ouais, ouais, donc, après, je vais pas répéter les gens dans la communauté, les gens tu sais, des espèces de compliments pour dire que tu es suffisamment comme ça pour que tu sois, ça ressemble pas que tu es une trans et que, en fait, ces genres de compliments, juste comme, wow, 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 on appuie sur un frein là parce que je En sais ce que fait, tu es en train de faire. Vas-y, en fait, vas-y, moi, j'ai Naomi, tu bien aimé disais? que tu as parlé. J'ai bien aimé, Kim, que tu as parlé de que tu immigrant ici et que tu n'as pas accès aux trucs médicaux. Ça, c'est quelque chose que je voudrais aborder dessus. Je ne sais pas si tu me permets, Wayo. Oui, OK. En fait, je trouve ça aussi un struggle pour moi, peut-être pas au niveau de médical, mais au niveau de l'identité. En fait, moi, je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans. J'ai eu mon parcours de vie. Il s'est arrivé que mes parents n'ont pas demandé la citoyenneté pour moi quand j'étais jeune. Puis, par la suite, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à demander la citoyenneté pour moi-même. Puis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la citoyenneté due à des événements qui sont arrivés dans ma vie. Euh, Moi, je trouve ça dommage parce que mon nom légal est encore mon ancien nom. Puis, c'est sûr que quand tu dois dealer avec des personnes au téléphone ou que ce soit même le gouvernement, ils vont toujours sortir le je n'ai pas le choix de t'appeler par ton nom légal qui est Monsieur blablabla. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est extrêmement violent. Puis je pense que, au moins en ce qui a trait à l'identité, le changement de nom et le médical, en tant que résidente permanente ou réfugiée ou peu importe, je pense que le gouvernement devrait mettre en place quelque chose qui protège ces personnes-là, tu sais. Euh, Présentement, le gouvernement qu'on a, c'est un gouvernement très libéral et tout, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il devrait pousser de l'avant parce que c'est quand même assez important pour une personne trans qui transitionne puis qu'on l'appelle soit par son ancien nom ou bien qu'elle n'a pas sa prescription. Donc, tu vas me dire que quelqu'un qui vit avec un salaire minimum ou même le seuil de la pauvreté, la personne non seulement va se faire appeler par son nom légal, mais en plus de ça, la personne ne va pas avoir les médications nécessaires et n'a pas l'argent pour faire les chirurgies, ce que je trouve qui est extrêmement, mais extrêmement violent, là, mais vraiment violent. Donc, moi, personnellement, je ne comprends pas
Je ne comprends pas que le gouvernement, je comprends pas que le gouvernement n'a pas encore mis en place quelque chose qui protège ces personnes-là. Il devrait absolument avoir quelque chose qui protège ces personnes-là parce que tu ne peux pas ne pas avoir des hormones ou de la testostérone, en plus de ça, par rapport à l'argent pour passer par des chirurgies. Donc, la personne va rester au step one de sa chirurgie, de son identité, il ne va jamais pouvoir évoluer. Donc, je trouve ça vraiment quelque chose qui est vraiment désolant. C'est très désolant. Je dois attendre Non, ouais. encore, ouais, je trouve ça très désolant. Je dois attendre encore un moment avant, de faire ma demande de résidence de citoyenneté canadienne. Puis par la suite, je vais changer de nom. Mais pourtant, ça fait 10 ans que je suis en transition. Mon nom est Mhm. supposé d'être changé. Ce serait la première chose qui serait supposée d'être faite. Du moment que je m'identifie en tant que Naomi Champagne, c'est Naomi Champagne qui devrait être sur mes papiers. Je devrais me faire appeler Naomi Champagne. Il n'y a pas d'autre nom. Mon dead name ne devrait même plus être quelque chose qui est dans le présent. Donc, non, je trouve ça dommage. Puis, Ouais. j'ai de la testostérone ici pour 3 mois, si t'en veux. C'est ça que J'adore, j'adore. ben, Mais, ah, ben, c'est ça. Puis en plus, le truc, c'est que souvent les groupes trans et tout, enfin, tu sais, les groupes de support trans à Montréal, ils sont très, surtout les groupes trans, genre trans masculins, la plupart du temps, c'est plein de mecs trans blancs qui ne parlent que de testostérone et que d'opérations. Et c'est comme toi, pendant ce temps-là, t'es comme, ok, ben, moi, en fait, je me cherche un logement, j'aimerais bien pas être dans la rue. Ils sont comme, oui, la testostérone. Et c'est comme, c'est très genre, c'est pour ça que enfin, moi, je trouve que les expériences, surtout de la communauté transmasculine, genre noire, versus la communauté transmasculine blanche, c'est ça, très souvent, on peut pas juste penser à avoir une opération. Enfin, moi, je peux pas me dire, ah bah tiens, dans 5 ans, je l'aurai parce que je sais pas ce qui va se passer. Pour moi, c'est plus, je suis une personne migrante, genre, je veux avoir mon statut. Et c'est vrai que c'est différent. Quand le reste de ta communauté a pas les mêmes priorités, tu as l'impression que tu peux pas vraiment avoir de support, en fait. Parce que, ouais, puis après, quand tu leur demandes de te donner leur restant de testostérone, ils sont comme, ah, ben, prends un job et achète-la toi-même, c'est illégal, non, non, non. Et moi, je suis comme, et donc, c'est chaud aussi de, ouais, non, ouais. mais franchement, ce que j'adore avec vos interventions, c'est que, écoute, Naomi, écoute, King, on ne sait pas qui écoute, hein. Écoute, peut-être qu'il y a des membres de cabinet, peut-être qu'il y a des députés. Donc, on a parlé. Je pense que Don't worry, Naomi my a darling, parlé que, I got you covered. J'en ai pour 3 mois. Je vais te le donner mercredi. oh mon Dieu, admirable. Mais non, c'est ça, on sait pas qui écoute et puis si les personnes qui écouteront sont dans des milieux où tu sais, les politiques peuvent changer, c'est absolument navrant, c'est absolument désolant. Et c'est aussi en fait euh, moi en tant que personne immigrante aussi qui est arrivée au Canada, il y a aussi ce marketing politique LGBTQ+, you name it, canadien, qui est genre, tu sais, le Canada se promène autour du monde avec le petit drapeau. Et puis tu arrives ici, t'es comme, fait, en gros, il faut que je sois blanc et que j'ai de l'argent pour que ça marche, cette affaire-là, là, de Le votre... gouvernement a besoin de talk that talk and walk that walk, honey. tu sais, genre, fait que, ouais, si les politiques nous écoutent, en tout cas, moi, je prévois aller à Ottawa en faire deux petits mots là, mais bon, ça va être pour le futur. Mais c'est ça. Mais merci de l'avoir franchement mentionné. Et c'est ça, c'est déplorable jusqu'à ce jour d'avoir un marketing international qui se construit sur nos corps, sur nos identités, tout en nous oppressant. Oui, Et puis moi je trouve ça absolument pas normal. c'est pour, Mais c'est pour donner une belle image au Canada, mais pourtant, quand les gens entendent les histoires de personnes qui vivent certaines choses au Canada, comme Keane ou bien moi, ou bien d'autres personnes trans, parce que j'en connais d'autres qui sont dans la même situation, mais ils voient que c'est pas vraiment, c'est un lever du drapeau de la communauté trans, de la fierté gay, mais par contre, ils font pas les actions, là. C'est juste vraiment pour nous oppresser, aussi pour nous impressionner, pour impressionner le reste du peuple, qu'ils sont très ouverts, mais je trouve que
c'est vraiment hypocrite, c'est très, très hypocrite de laisser les personnes trans dans une situation telle, puis après ça, de venir à la marge de la fierté, puis venir lancer le drapeau, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est juste pas faisable. Qui est juste pas faisable. Moi, personnellement, là, je pense que autant qu'ils donnent de l'argent pour les personnes enceintes, que les personnes qui viennent d'avoir un bébé, pour les personnes avec une incapacité à travailler, je pense qu'ils devraient vraiment ajouter un petit chèque pour les personnes vraiment marginalisées, là, qui ont besoin. Puis peu importe si les personnes doivent emmener des preuves au bureau d'aide sociale pour montrer, voici, je suis au seuil de la pauvreté, je suis en transition, voici une lettre de psychologue, puis que le gouvernement donne un petit chèque parce que le gouvernement donne bien des chèques aux personnes qui ne veulent pas travailler, qui s'appellent disabled, qui disent qu'ils peuvent pas trouver du travail, etc., etc. Mais par contre, il faut vraiment commencer peut-être à ouvrir un petit projet pour les personnes marginalisées, les personnes trans, qu'ils puissent avoir un petit argent. Ça, c'est quelque chose, si vous écoutez là, le parti politique, là. Je pense, Naomi, d'abord, il faudrait que tu ailles à Ottawa, que tu dises ça et que tu te fasses payer pour dire ça. Parce que tu leur donnes des solutions. Naomi Ottawa, s'il te plaît, Parliament Hill. En tout cas, mais j'adore comment la conversation avance, mais c'est ça, mais tu sais, comme le fait de nos difficultés journalières en tant que personne trans me ramène aussi à comme glisser la conversation sur le point suivant que j'aimerais comme avancer. C'est-à-dire comme, tu sais comment en soi la transition, le choix de la transition, c'est un choix difficile et courageux à la fois, tu sais, parce que genre, tu sais, comme on l'a toutes eu, là on l'a toutes entendu, la personne très très ignorante dire ouais mais c'est ton choix, comme si c'est j'aimerais vu que cette conversation j'aimerais vraiment aussi qu'elle soit intime dans nos parcours et tout ça. En quoi pour vous peut-être ça a été difficile et en quoi vous vous êtes revu en tant que personne courageuse quand vous avez fait ok je saute ce pas, je prends ma première piqûre de testostérone ou je prends ma première hormone. euh, comment ça vous a bâti en tant que personne courageuse qui affronte l'adversité en fait, si vous vous sentez que vous êtes en mesure de partager, mais sinon franchement allez-y. Allez, on commence, admettons, King, vas-y, on t'écoute. Je sais pas, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très naturel. Je pense que la seule raison pour laquelle, enfin, moi, j'ai fait mon coming out, j'avais 22 ans, et je pense que la seule raison pour laquelle je l'ai pas fait plus tôt, parce que je savais pas que je pouvais. Moi, j'avais 15 ans quand j'ai réalisé que les personnes gays existaient et que c'était quelque chose qui pouvait se faire. Et donc, c'est ça, donc ça m'a pris du temps, en fait, à réaliser que ouais, je pouvais être trans, que j'avais pas besoin de me sentir aussi mal que ça et que je pouvais faire ce que je voulais avec mon corps, en fait. Ça a été dur parce que bon, moi, j'étais dans la communauté lesbienne. Je pense qu'on sait la communauté lesbienne, comment est-ce qu'ils traitent les personnes transmasculines. Mais en gros, j'ai perdu toutes mes amies. Parce que tout le monde était comme, ah, t'es sûr? T'es sûr? C'était comme... Et ça a été très... ouais, enfin, moi, ça m'a... Je pense qu'il a été difficile aussi, c'était les attentes que j'avais contre ce qui s'est vraiment passé. Les attentes, c'était vraiment, tout le monde m'avait dit, bah écoute, tu vas commencer à prendre des hormones, tu vas commencer, ta barbe va commencer à pousser directement, tu vas te faire engager plus, les gens vont t'écouter, tu vas avoir plus de liberté donc comme dans toute ta vie et tout. Et en gros, ils m'ont dit, les gens vont me traiter comme un homme cis, tu vois. Et moi, je fais de la musique, j'ai du mal à me faire booker et tout. Je me suis dit, ok, c'est génial. Enfin, je me suis dit, j'avais trop hâte, en fait. Et après, quand j'ai commencé à passer, c'était pas ça la réalité du tout, en fait. Parce que les gens directement, enfin, moi, les gens, ils ont tendance à assumer que je suis arabe, en fait. Je suis très ethnically ambiguous. Et donc, dépendamment de où je suis, les gens, ils assument que soit je suis arabe, soit je suis genre hispanique, soit je suis autochtone. En fait, ça dépend de ce que la police n'aime pas, en fait, dans le territoire où je suis. Et donc, en fait, j'ai réalisé que, par exemple, j'allais au supermarché où je me faisais suivre dans les allées.
Enfin, quand je marchais chez moi et que je voyais une voiture de police, il y a plusieurs fois où genre ils ont essayé de m'arrêter quand je croisais la rue ou quand j'essayais de rentrer chez moi avec des sacs de course et c'était des trucs qui m'étaient jamais arrivés avant en fait. Et moi je m'attendais à c'est ça, je m'attendais à me dire ok, mais maintenant les hommes ils vont arrêter de me faire chier, enfin je vais être tranquille, je vais être en sécurité, ma vie va être safe, je vais me faire de l'argent, tout va bien aller. Et en fait, c'était comme non, je me fais engager moins quand je me fais engager dans des événements où il y a des femmes cis la plupart du temps genre 90% du temps, je me fais payer moins qu'elle. C'est comme, genre, les mecs, les hommes cis, quand ils savent que je suis trans, ils manquent de respect encore plus que avant, parce que eux, ils voient pas un homme, hein. Quand ils savent que t'es trans, t'es juste une femme, mais freak. Donc, c'est comme la misogynie, enfin, ils te traitent comme une femme, en fait, sauf qu'en plus, voilà. Et, et c'est ça en fait. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ma vie soit parfaite. Et après, je me suis dit, c'est ça, j'ai arrêté. Enfin, ouais, j'ai vu plein de portes se fermer. J'ai perdu plein d'amis. Genre, et pour moi, ça a été vraiment un peu un choc, ouais, parce que je me sens moins. Maintenant, quand je me balade dans la rue, enfin, avant, je me sentais plus en sécurité en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça, enfin, et c'est aussi, c'est pas, c'est les, et aussi, enfin, je sais pas, je m'attendais à ce que, ouais, c'est ça, que ma vie mentalement, ça aille super bien, mais c'est aussi ça, genre, quand t'as été une femme pour n'importe quelle période d'année dans ta vie, t'as des traumatismes qui viennent avec ça, et ça, même si tu ressembles à quelque chose d'autre une fois dans ta vie, ça, c'est quelque chose que tu peux jamais enlever. Et c'est quelque chose que pour moi, même quand les mecs, ils savent pas que je suis trans, il y a un mec qui m'approche trop, moi, enfin, c'est ça, c'est des trucs que t'oublies pas, quoi. Tu peux pas effacer ça. Et c'est vrai que c'est des séquelles que t'as toute ta vie, hein. Enfin, des séquelles, en tout cas. Et donc, et aussi un truc qui m'a, je sais pas si tu peux continuer, un truc qui m'a vraiment choqué, mais vraiment choqué, et que je m'attendais pas du tout. Mais c'est que dès que j'ai commencé à transitionner et que j'ai commencé les gens dans la rue qui me connaissent pas ont commencé à me voir comme un homme. Euh, Déjà dans la communauté queer, il y a beaucoup d'espaces qui se sont fermés, des espaces qui se disent comme ouverts aux personnes non binaires, mais en général, les personnes non binaires qui sont acceptées dans ces espaces-là, il faut avoir un certain type de look. En général, il faut être blanc, il faut être très androgyne. Euh, et donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'espaces qui se sont fermés. Il y a beaucoup d'endroits où ils se disent ouverts à la communauté queer ou inclusive et directement c'est pas un espace où tu es sécuritaire, tu vois. Les questions, tout ce qui est question du consentement et tout, les fois où je me suis fait assaulter, genre enfin après ma transition, c'est comme j'ai pas intérêt d'en parler parce que bon, t'es une personne masculine, tu le voulais. Enfin ouais, et même quand je parle de trucs genre quand je parle de moi, ma lune est en scorpion, ok? Donc moi, je suis une personne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, ok? Et moi, j'avais l'habitude avant de faire ma transition que je pouvais parler de mes émotions avec mes potes, il n'y avait aucun problème, c'était yes, support partout. Mais dès que les gens, ils ont beau dire que oui, let men be masculine, like, let men be emotional et tout, moi, je peux te dire qu'il y a des activistes qui postent ça sur leur Facebook 5 fois par jour, que genre, quand ils m'ont vu pleurer, c'était comme you're too emotional. Et tout le monde me dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme, et du coup, ça donne vraiment un regard différent sur la manière dont, comme les hommes ont du mal à sortir, à communiquer leurs émotions. Parce que c'est vrai que tout le monde autour de toi te dit tout le temps que t'as trop d'émotions, quoi. Et ouais, t'es trop sensible, t'as trop, et en tout cas. Donc, c'est ça, les différents, euh, c'était très intéressant, disons, cette transition, mais ouais. Mais j'aimerais entendre Naomi comme ce que tu as à dire, parce que je sais que toi aussi tu as comme plein d'anecdotes là-dessus, mais juste comme pour proactivement genre euh, rééquilibrer les espaces dans lesquels peut-être toi et moi on va être comme ensemble dans le futur. J'aimerais te dire que en tant que personne transmasculine, tes émotions sont valides et seront toujours appréciées et seront toujours comme euh, les bienvenus dans les espaces que tu partageras parce que nous sommes des êtres humains et les émotions comme l'émotion n'a pas de genre en fait comme c'est que c'est dans la culture patriarcale la féminité est censée plus comme uphold et représenter et exprimer les émotions mais je pense que c'est très important que de le rappeler à toutes peut-être les personnes non binaires à toutes les personnes transmasculines à toutes les personnes dans le spectrum de la non-binarité, vos émotions sont valides. Et ce que j'aime, moi, deux choses que j'aime à propos de vous, c'est que vous êtes deux personnes émotionnelles. Parce que moi, je pourrais pas
comme ne pas comprendre une personne qui n'est pas émotionnelle. En fait, comme on est des êtres humains, tu sais, genre, je connais Naomi, je sais que Naomi, elle a la main sur son cœur, et pour les bonnes raisons, et je sais que toi aussi, King, tu as la main sur ton cœur, right? Mais c'est ça, mais franchement, aussi, juste pour rebondir Naomi très rapidement, j'adore comment, dans ce que tu partages, il y a cette espèce de genre, comme, tu vas transitionner envers le spectre de la masculinité, fait que on te fait comprendre que tu auras de la sécurité, de l'accès vis-à-vis de ton rapprochement à la masculinité. Et quand tu rapproches cette masculinité, on te rappelle ta transidentité et comme c'est versus le spectre cisgenre, tu vois, et que ça aussi ça t'oppressera. Et que genre peut-être que c'est très intéressant et même moi j'en apprends en t'écoutant parler. Mais oui, vas-y, Naomi, genre, tu sais, dis-nous, toi, tu sais, comme, tu sais, là, tu t'es, moi, je t'ai toujours connue en tant que la belle Naomi, mannequin, représente Montréal, 514, everything. Mais je sais que, tu sais, yes, flip that hair, show them. Mais je sais que, tu sais, comme il y a eu une part de difficulté, comme, tu sais, en rentrant. Mais j'aimerais savoir, comme, tu sais, est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais comme, écoute, là, je me sens pas bien. Là, genre, je suis une femme et là, je vais rentrer dans la société en tant que femme et puis ça va être vraiment mieux pour moi, pour ce que je ressens à l'intérieur. Et puis, il y a eu comme un clash avec, comme, rentrer dans cette société en tant que femme. Moi, en fait, j'ai commencé ma transition vraiment médicalement à 19 ans. En fait, moi, je pense que j'ai eu la grâce d'habiter en face d'un bar de trans. C'était un bar que les trans, ils allaient pour gather, puis comme avoir un drink, puis c'est le bar de trans de Montréal. Puis j'ai eu la chance d'habiter en face de ce bar-là, alors que je venais tout juste d'avoir 18 ans. Moi, ce qui s'est arrivé, c'est que quand je voyais passer devant chez moi, j'habitais avec deux colocs qui étaient des hommes gays. Puis, je les voyais passer devant chez moi, puis j'étais comme vraiment en train de me moquer. J'étais vraiment en train de me moquer parce que c'était quelque chose que je sentais au profond de moi, que j'avais de la misère à accepter. Donc, je me moquais parce que moi, depuis l'âge de 4 ans, je joue avec des poupées. À 7-8 ans, je faisais des vêtements pour les Barbie. À 10 ans, 11 ans, je commençais à déjà m'habiller de façon féminine. Puis, je dirais, dans l'adolescence, je portais juste des vêtements filles. Donc, des skinny jeans, des v-necks. Je portais juste pas des robes, puis des cheveux, puis des ongles, mais je portais juste des vêtements de filles. J'essayais de le rendre masculin, féminin, mais ça restait quand même féminin. Donc, j'ai jamais vraiment été un petit garçon ou un homme. On l'a toutes fait, Naomi. Les skinny jeans, les petits décos, on l'a toutes fait, chérie. Mais vas-y, continue. Donc, j'ai jamais été vraiment un homme parce que pour moi, c'est comme si j'étais comme dans le in-between step, tu sais. Puis là, après ça, ce qui s'est arrivé, c'est que j'habitais devant ce bar de trans et je les voyais passer, puis moi, je me moquais. Puis il fut un moment que j'ai mis le pied dans ce bar-là, puis j'étais comme, ça, c'est à cette communauté-là que j'appartiens. Et ça va être comme ça pour le reste de ma vie. J'étais comme, enfin, c'est ça que je suis. C'est ça que je veux être. Puis pour moi, ça a juste été un moment comme wow. Je suis rentrée chez moi et je parlais avec mes amis. Je disais, je sais pas si je serais game de le faire pendant temps. Puis un soir, je me souviens de cette soirée-là comme si c'était vraiment comme si c'était hier. J'ai mis mon pom-pom shirt, j'ai mis mon chandail crop top, j'ai pris ma sacoche, j'ai pris mes sandales de fille, je me suis mis une perruque et j'ai dit plus jamais que je les enlève. Plus jamais je les enlève. Je suis sorti à ce moment-là, Naomi est née. Naomi est née, puis quelques semaines après, Naomi avait sa prescription de estrogène. Donc vraiment, c'est le seul moment que je me suis mis en doute. C'est le moment que j'ai dû demander alentour de moi, puis après ça, c'était un state of mind de je le fais parce que j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de me libérer parce que je sortais des gens dans les clubs avec la coupe Rihanna, là, avec des rallonges.
La coupe Rihanna, les J'ai talons. raté ça, je suis tannée, là, j'ai raté ça. Mais genre, et puis quand tu fais, c'est que t'es arrivé à ce moment, c'est que tu sors en tant que Naomi qui était là, qui était endormie et qui se réveille au dehors. Est-ce que comme Oui. King, est-ce que comme King, il y a eu certains cercles où tu pensais que tu allais accéder d'une certaine façon et que finalement ça a été comme, oh, this is not what I expected, tu vois, genre, t'es rendu femme, est-ce que tu rentrais dans des cercles de femmes et puis comme, il y avait comme un clash ou peut-être quelle était maintenant ta relation avec peut-être tes colocs gays ou le milieu gay en soi-même? Qu'est-ce qui a shifté en fait et peut-être qui t'a rendu comme, hey là, c'est quand même difficile ce, ce- cette vie de personne trans. En fait, je ne sentirais pas qu'il y a eu un chiffre, mais il y a eu du rejet. Il y a eu du rejet, c'est ça, parce que j'ai vécu toute mon adolescence et mon début d'âge adulte, je dirais quelques mois de mes 18 ans, dans le village en tant que le petit gay noir, tu sais. Fait que j'étais quand même le bienvenu dans plusieurs clics et tout parce que j'étais le petit gay noir. Puis Dieu sait comment que l'homme blanc aime fétiche les personnes de couleur. Hein? Donc, c'est sûr que quand j'ai transitionné, j'ai vécu beaucoup de rejets par rapport à certaines des personnes dans la communauté gay. Mais en ce qui a trait, je dirais, à la communauté globalement, je ne sentirais pas tant que ça, que j'ai vécu du rejet ou que j'ai eu besoin de faire comme, un transfert parce que Naomi, oui, elle est née, mais l'identité que j'utilisais avant ça était une identité qui était très féminine, donc qui rencontrait l'identité de Naomi. Donc, c'était vraiment, moi, tu sais, comme ma voix, je le trouve rauque, puis je le trouve grave, c'est la même voix que j'utilisais avant. Ma voix, je ne devais pas commencer à parler. Ah, je préfère parler comme ça. Puis tout. C'est pas moi. C'est pas moi. Je préfère avoir une chirurgie de la voix, puis pas me forcer 24 heures sur 24 à faire une petite voix vraiment comme Non, je veux parler comme avec ma vraie Tu voix. me tues, Naomi, tu me tues. Mais tu sais, ta voix est tellement belle, t'es Mais tellement belle. merci, Moi, ma chérie. Ouais, ma voix, c'est mon identité, mais tu sais, je ne veux pas nécessairement faire quelque chose de. Moi, je déteste la fausseté. Je déteste tout ce qui est pas fake parce que j'adore mes implants. Je déteste prétendre. Je déteste prétendre la fausseté, avoir le plastic surgery. Donc, vraiment forcer quelque chose qui n'est pas moi. Puis, non, ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, je préfère être vrai avec moi-même. Puis, en ce qui a trait, tu sais, à mon identité, ça a été vraiment facile de shifter, là. Ça a vraiment été facile parce que la personne que j'étais avant était une personne extrêmement fashionista. La personne que j'étais avant était une personne bold, avec beaucoup de caractère. La personne que j'étais avant était très vocale. Je le suis, cette personne-là. Mais c'est juste que l'identité que je sens à l'intérieur de moi et à l'extérieur match beaucoup plus que l'identité que j'avais avant. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne me voyais pas nécessairement grandir en tant qu'un homme gay. Je me voyais grandir en tant que femme, même que je voulais être éditrice de magazines comme The Devil's Wear Prada. C'est ce que je voulais. Je me voyais comme Meryl Streep en arrière du bras. Donc, non, il n'y a pas vraiment eu de shiftage, mais j'ai senti du rejet. Mon identité a bien, les deux se sont bien matchés, puis je suis vraiment fière. Puis si je voudrais ajouter une autre chose, c'est que en tant que femme trans noire ou en tant que personne trans tout court, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de représentation au Québec et au Canada. Parce que moi, en tant que la femme trans noire que je suis, je dois aller regarder les femmes trans aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, comme tu disais tantôt, en Afrique, il y a beaucoup de femmes de 6 pieds, etc. Aux États-Unis, toutes les femmes noires sont quasiment ça. 5 pieds 11, 6 pieds, 6 pieds 1, 10 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5. C'est vraiment, tu sais, il y a tellement une grande représentation, que ce soit le visage, les cheveux, les vêtements, tu sais, tout ça, c'est quelque chose qu'une personne trans comme moi qui a commencé à transitionner,
il y a quelques années de ça, aurait aimé avoir comme inspiration, puis que je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, puis après ça, les gens me voient comme si je suis whitewash. Then I am whitewash, parce que le seul exemple que j'ai pour transitionner est l'exemple de la femme blanche, parce que je n'ai pas d'exemple ici. Je n'ai pas pu m'inspirer de personne ici, parce que je ne l'ai pas. Donc, c'est vraiment aller aux États-Unis. Bon, là, on est dans l'ère de l'Instagram, etc., etc., donc je peux connecter avec tous ces gens-là. Mais vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas au Québec et au Canada. C'est une représentation de la communauté trans noire. Puis c'est pour ça que moi, j'accepte d'utiliser ma voix, mon visage et tout, quand il s'agit des sujets comme ça, parce que whoever knows, le petit fille ou le petit gars qui s'assoit dans son salon et qui désire transitionner, then I am here and I'm here to talk about my experience. Je vais enlever mes habits si tu continues à parler comme ça. Mais en fait, Naomi, tu es revenu sur quelque chose d'assez intéressant, euh, du fait que tu mentionnais comment au Canada et surtout encore plus au Québec, on n'avait pas de personnes trans et surtout de personnes trans noires à qui qu'on pourrait regarder, qui pourraient nous ressembler, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans l'administration, en tout cas dans tous les sphères de la vie. Mais est-ce que, comme c'était toi qui étais en train déjà d'en parler, je vais te laisser un peu continuer là-dessus et puis après on va repasser à King. Mais par exemple, c'est quoi est-ce qu'il y aurait-tu un moment dans tes souvenirs où tu as réalisé que tu étais une femme trans noire et non juste une femme trans? Est-ce qu'il y a un moment? Et puis, est-ce que il y a eu, comme ton cheminement dans la société montréalaise, dans la société québécoise, qui te faisait tout le temps rappeler qu'en fait, je suis une femme trans noire et non juste une femme trans, en fait? En fait, ce qui me rappelait, c'est vraiment quand il s'agissait de m'identifier à quelqu'un, que ça soit qu'est-ce que moi je veux dans la vie. Tu sais, je veux dire, en tant que personne, human being en tant que tel, tu vas toujours avoir une inspiration. On a toute une inspiration de quelqu'un qu'on se dit, oh my God, j'aimerais ça pouvoir avoir sa force, son estime, tu sais, le genre, travailler dans le même milieu. Puis moi, en tant que tel, je n'avais pas vraiment cette personne référence que je pouvais m'inspirer. Tu sais. Je ne savais pas la femme trans noire, elle était capable de faire quoi, elle était capable d'accomplir quoi. Moi, en fait, tu sais, j'ai découvert Dominique Jackson, qui est une femme qui m'inspire énormément. Puis moi, comment que elle vit sa vie, elle vit sa transition, sa carrière, sa vie personnelle. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui m'inspire énormément. Puis avant, je n'avais pas ça. Puis Dominique Jackson, je l'ai découvert il y a quoi? Il y a peut-être 5 ans de ça dans l'émission Struts. Donc vraiment, ça fait pas longtemps. Puis moi, c'est sûr que à plusieurs moments, je me suis rendu compte, j'étais une femme trans noire, non pas juste une femme trans, que ça soit dans l'identité, comment que je me présente, que ça soit à quoi que je veux que mon physique ressemble. C'est très différent. C'est très, très différent comment une femme blanche puis une femme blanche ou latine ou asienne va transitionner comparé à une femme noire va transitionner, que ça soit... bon, moi, je suis quelqu'un vraiment qui est pour les chirurgies, les transformations, etc. Mais moi, personnellement, quand il s'agissait d'aller voir un médecin qui était capable de me donner un résultat pour une femme trans, parce que je veux dire, les visages d'une Asiatique, c'est beaucoup différent du visage d'une personne noire. Donc, c'est très facile de rendre une Asiatique vraiment soft and feminine, j'ai l'impression. Puis pourtant, pour une femme trans noire, c'est plus difficile. Donc, moi, en ce qui a trait à me dire je suis une femme trans noire, c'est vraiment en ce qui a trait à mon look, à qui je m'inspire pour ressembler à quoi, tu sais. Ça a été très difficile
Aujourd'hui, c'est ça que c'est beaucoup plus facile parce que je vois d'autres femmes trans, que ce soit sur IG, que ce soit dans les médias. J'en vois d'autres qui réussissent leur vie, que ce soit même dans la carrière, parce que moi, quand j'ai commencé à transitionner, je travaillais dans les boutiques de vêtements. J'ai une grande expérience dans le retail, puis je voulais faire autre chose de ma vie. Puis c'est ça qu'il y a cette petite question, est-ce qu'une femme, en tant qu'une femme trans noire, on va m'accepter dans telle et telle compagnie? C'est ça qu'il y a cette petite question qui vient à se poser, tu sais. Mais pourtant, je vois des femmes trans blanches qui réussissent vraiment partout. Vraiment, mais vraiment partout. Puis pourtant, la femme trans noire, c'est beaucoup plus difficile à vraiment percer ou à vraiment aller dans un milieu puis avoir du succès puis être reconnu pour ce qu'on apporte, pour notre intelligence, pour notre excellence. Donc, pour moi, tu sais, là, présentement, j'ai un diplôme de styliste, je veux aller dans le stylisme. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'adore. Mais si je peux regarder autant que les femmes trans ou bien des personnes de la communauté LGBTQ qui sont noires, qui réussissent énormément dans ce qui est côté beauté esthétique, fashion, que ce soit des hairstylists, des personal stylists, c'est toutes des personnes qui réussissent très bien puis sont dans la communauté LGBTQ+, pas nécessairement des femmes trans. Donc, moi, ça me dit, wow, il y a de l'espoir là. Il y a vraiment de l'espoir pour que moi, je puisse arriver à faire quelque chose de ma vie, de ma carrière professionnelle, c'est quelque chose de là où que je veux que ça soit. Donc, c'est sûr, comme que je disais tantôt, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile, mais quand j'ai commencé à transitionner, c'était pas facile du tout, du tout, du tout. C'était pas facile du tout de pas savoir à qui m'inspirer, de pas savoir à qui me référer. C'était pas facile du tout. Ouais. Non, non, franchement, ton expérience, moi, je suis là, je t'écoute et je dis, non, mais je te comprends. En tout cas, anyways, mais c'est donc, mais vas-y, King, c'est pour toi, ta transidentité et ton identité noire et la navigation des espaces, en fait. Comment surtout en tant que, parfois c'est aussi important de donner les voix aux personnes transmasculines, surtout transmasculines noires, parce que j'ai l'impression peut-être à Montréal, on en a moins qui sont vocaux, non pas qu'on en a moins en nombre, mais on en a moins qui sont vocaux. Fait que vas-y, on t'écoute. Déjà, je pense pas que c'est une coïncidence le fait que je sois une des seules personnes transmasculines noires qui soit publiquement, je sais pas, dans le public, parce qu'on s'entend que c'est ça, je suis très très light skin, donc voilà, donc pour moi c'est aussi une des raisons pour laquelle genre j'ai commencé Transgenders et pour laquelle genre c'est ça ma maison de disque et que c'est très focus sur les personnes noires parce que c'est ça en tant que personne très light skin, moi je peux pas représenter cette communauté et c'est vrai que mon expérience va être très différente d'autres personnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que la raison pour laquelle je me fais arrêter, je me fais arrêté par la police ou que je me fais suivre par des agents de sécurité et tout, c'est pas parce que directement ils se disent, oh, il est noir, ils se disent, oh, ça c'est un petit rebeu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, la dernière fois que je suis allé en France, c'était quelques semaines après les attentats du 15 novembre. Et j'avais peur pour ma vie, quoi. Mais je sais que c'était pas parce qu'ils me voyaient comme personne noire, c'était parce qu'ils me voyaient comme personne maghrébine, en fait. Et donc, pour moi, c'est ça, mon expérience est très spécial dans you know, comme ça parce que ouais, mais le truc c'est que pour moi j'ai toujours été très vocal sur le fait que ouais je suis une personne noire et que tu vois pour moi c'est très important d'en parler, c'est très important c'est ça pour moi, c'est aussi honorer genre mes ancêtres et honorer d'où je viens et honorer mon père et ma famille et tout. Et c'est vrai que bon c'est pas très évident parce qu'une fois que les personnes se disent, tu sais, ils assument que je suis certain type d'ethnicité et après je suis comme non, en fait, je suis noire et là directement, c'est comme ah, ok. C'est vraiment pas les gens, c'est comme tu ressens le dédain un peu, même quand les gens arabes, ils arrivent vers moi, ils commencent à parler arabe et moi je suis comme je comprends rien à ce que tu es en train de dire parce que moi je suis pas arabe en fait, je suis noire et après tu as toujours un ah, ok. Et tu vois un peu. Ah, c'est un coluche! C'est vraiment genre, ok, en fait, tu le vois qu'en fait, ils sont comme, ah, tu vois, il y a un petit son où c'est comme un peu d'égout, en fait.
parfois. Et c'est vrai que, et après, bon, moi, ouais, c'est vrai que c'est chaud parce que les gens, ils aiment pas ça, quoi. Ils aiment vraiment, c'est là que tu te rends compte que, genre, ouais, les gens, ils aiment même, mais ça, c'est pas juste les personnes blanches, hein, c'est les personnes de couleur en général, hein. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a le racisme envers les personnes de couleur et tout, puis après, il y a l'anti-blackness, tu vois. Moi, j'aime pas le mot en français personnellement, mais, parce que j'aime pas quand les gens blancs, ils disent ce mot-là. Mais, tu sais, c'est quoi le mot en français, hein? Ouais, t'es mute, donc je peux pas t'entendre. Mais ouais, donc le mot en français, moi j'aime pas le dire trop souvent parce que j'aime pas que Mhm. les personnes blanches, ils aiment trop le dire. Tu vois, c'est comme ah oui, Ok. là, tu sais, c'est comme la Ouais. négrophobie et je sais pas, je trouve que Ouais. on peut faire mieux. Mais Ouais. en tout cas, Mhm. moi mais ouais, et puis pour moi c'est aussi enfin, moi, j'ai quand même, enfin, aussi, c'est ça un truc que j'ai remarqué, c'est que, bah, par exemple, dans ma famille et tout, ils aiment pas trop que je parle du fait que je suis noire, tu vois. Et c'est comme, ah, regarde, on a un enfant mixte et tout, ah, vous avez des belles couleurs, des belles origines. Et dès que je suis comme Black Lives Matter, c'est comme gros silence, tu vois. Et pour moi, c'est comme, t'as pas le droit, pourquoi tu m'appelles ça? Pourquoi est-ce que t'es en train de dire à tout le monde que je suis genre métisse? Enfin, parce que c'est comme ça qu'on dit en France. En France, on dit métisse. Et genre, et ouais, c'est ça. Pourquoi tu dis à tout le monde que je suis métisse, mais dès que moi je dis Black Lives Matter, il y a plus rien, genre. Et c'est comme, c'est Mhm. vraiment, enfin, et ouais, en tout cas. Bref, c'est vraiment, c'est une vie un peu intéressante, mais aussi, je pense que c'est ça aussi, mais ma réalité, moi, est différente que la réalité d'autres personnes transmasculines noires. Et je pense que quelque chose que les gens doivent comprendre, et que les gens ne comprennent pas, c'est que la masculinité noire n'est pas une sécurité. Ce n'est pas une forme de sécurité. Et donc, quand tu vois une personne transmasculine noire qui a la peau plus foncée que moi, là, parce qu'ils ont transitionné vers la masculinité et que maintenant ils passent en tant qu'hommes, ça ne veut pas dire qu'ils ont la sécurité. Parce que la masculinité noire, là, beaucoup de gens voient ça comme une menace. Et comme moi, je vois quand je dis, moi, la police m'arrête n'importe quand je rentre chez moi avec des. Un jour, je me suis fait arrêter quand je rentrais, j'essaie d'ouvrir ma porte avec plein de sacs de courses. Et j'avais du mal parce que bon, j'avais 10 sacs de courses, c'est normal. Et la police était comme tu vas où? Et ils essayaient de m'arrêter, tu vois. Et moi, je me dis, si ça m'arrive à moi, les personnes transmasculines noires qui ont la peau plus foncée, ça leur arrive 10 fois plus. Et pour moi, c'est comme ça. Et je pense que c'est très important aussi d'avoir dans la communauté queer, d'accepter les personnes transmasculines plus souvent et pas que les personnes transmasculines blanches qui mettent un petit peu de nail polish et ah mon dieu ils sont trop gender fluid et ah c'est trop bien on va tous les accepter et après les personnes transmasculines noires dès que tu commences t'as la casquette à l'envers t'écoutes du trap et après tout le monde est comme ah bah non t'es un mec cis en fait et moi je pense que c'est pour ça qu'ils sont et après c'est ça et moi tu te fais rejeter de toutes les communautés et après les gens ils sont comme ah bah oui mais les personnes transmasculines noires ils vivent tout le temps stealth ils sont tout le temps entourés de personnes cis oui parce que toi tu les acceptes pas tu veux qu'ils aillent où Mhm. quand ils rentrent dans ton espace, tu les rejettes et après tu t'étonnes que bah, la seule manière qu'ils puissent avoir une communauté, c'est d'être stealth et d'être entouré de personnes cis. C'est pas de la sécurité d'être stealth entouré de personnes cis. Les gens ils comprennent pas ça non plus, mais c'est pas de la sécurité. C'est comme quand t'es une personne noire entourée de personnes blanches. Un jour tu vas te rendre compte que t'es une personne noire entourée de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc pour moi c'est aussi super important et c'est vrai que dans les espaces à Montréal, moi, ça me désole de voir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes transmasculines noires et j'aimerais bien que c'est ça, qu'on leur donne plus la parole et qu'on accepte le fait que, bah, déjà, surtout que les personnes non binaires, déjà, ça, c'est complètement, voilà, mais quand tu es une personne non binaire, la manière dont tu te présentes, on s'en fout, tu es quand même une personne non binaire et tu devrais être accepté dans les espaces qui sont pour les personnes non binaires. Et, en tout cas, donc c'est ça. Donc je pense que il faut vraiment, moi je pense que et c'est ça aussi de pas avoir de comme Naomi disait que il y a pas de role model, tu vois. Et c'est vrai que les personnes transmasculines noires, il y a pas de role model. Aux États-Unis, il y en a deux, trois, et les trois quarts ont été outés comme des abuseurs. Donc, c'est ça, c'est ça. Et des gens, ils upliftent beaucoup. Et c'est toujours, et la visibilité, c'est très des mecs bah, c'est ça, qui ont soit un six-pack, qui sont super faits d'une manière dont la plupart, 90% des personnes transmasculines ne pourront jamais ressembler à ça. Ou alors, c'est les mecs qui sont très, très, très toxiques et, tu sais, genre, qui agissent un peu comme des trades et qui rejettent les personnes trans et après ça c'est les personnes cis qui les élèvent tu vois et donc moi j'aimerais bien voir c'est ça un peu plus de représentation
des personnes transmasculines noires qui font des choses dans la communauté qui ne sont pas reliées à du mannequinat, par exemple. Et qu'on leur offre, qu'on leur donne la parole, tu vois. Ouais. J'adore. Mais je trouve qu'il y a une question super intéressante que j'avais besoin de vous demander, vous deux, en tant que personnes qui, trans noires. C'est comment je vais formuler ça? C'est genre, comment nos corps sont un intérêt et comment nos corps sont un intérêt de façon parfois un intérêt qui est violent, un intérêt qui n'est pas bienveillant. Dans le sens, Naomi, j'aimerais plus entendre sur toi, King aussi, mais dans la binarité oppressante qu'est le monde extérieur, où le corps féminin est censé être ceci et le corps masculin est ceci. En plus de ça, dans le monde raciste, anti-noir dans lequel on vit, et où on a l'intersection où nos corps trans ne sont pas dans cette binarité physique et où en plus de ça ils sont noirs. Comment vous avez navigué? Par exemple, moi je sais, par exemple, je me suis fait hyper sexualiser, je me suis fait fétichiser et comment est-ce je sais que c'est un sujet assez difficile, mais comment vous arrivez à vous réhumaniser en tant que personne trans devant un très large public qui nous voit de façon très très sexuelle très directement. Si on pourrait comme très rapidement pour parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais vas-y, par exemple Naomi, comment c'est par exemple écoute, la femme noire, l'homme noir va tout le temps être sexualisé d'une façon que l'homme noir est supposé d'être vu comme l'homme fort, l'homme pas provider, mais l'homme fort vraiment. C'est pour ça que souvent on va prendre les hommes noirs, que ce soit dans les films ou des trucs comme ça, on va montrer que c'est vraiment l'homme fort. Aussi l'homme noir ou autant la femme noire est très fétichisée dans un sens que moi, je vais parler pour moi, la femme trans noire, très fétichisée dans le sens sexuellement, qu'est-ce qu'elle va apporter sexuellement. Mais parfois, ces gens-là, ils oublient que on est aussi un humain derrière tout ça. On n'est pas juste la femme noire exotique. On n'est pas juste la femme noire angry woman. On n'est pas juste la femme noire, on n'est pas tous ces stéréotypes-là. On est des personnes qui sont human beings. Puis je pense que c'est ça qui est les grands temps que les fétichisations entourées, peu importe quelle culture, surtout la culture noire, soit arrêtées parce que je pense à la culture asiatique et tout, c'est quelque chose qui est très présent dans notre communauté qu'on vit en 2020 et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment s'arrêter. Moi, c'est sûr que personnellement, c'est quelque chose que j'ai parfois utilisé à mon avantage. C'est clair, en toute honnêteté, c'est quelque chose que parfois, le fait d'être fétichisé sexuellement pour ma couleur de peau, c'est quelque chose que parfois j'utilise à mon avantage, mais c'est ça que parfois c'est dur à porter sur les épaules. C'est dur à porter ce genre de se faire fétichiser, c'est dur de l'apporter sur les épaules, mais c'est sûr que moi, ma sexualité, c'est quelque chose que je honte, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose que je suis fier, ma sexualité, puis c'est quelque chose que je ne dirais, je n'accepterai pas que personne d'autre me dicte c'est quoi ma sexualité, parce que ma sexualité, c'est ma sexualité. Donc, en ce qui a trait à ça, c'est vraiment de faire une barrière en ce que toi, tu es confortable en tant qu'être humain et ce que les autres attendent de toi ou désirent de toi. Je pense que c'est comme ça que autant le fétichisme de les personnes noires ou bien l'hypersexualisation de les personnes noires va s'arrêter. C'est vraiment qu'est-ce que moi je suis à l'aise et donc de non pas commencer parce que quand une personne noire, surtout quand je pense à des relations interraciales, les personnes noires sont si fiers de leur chum blanc, si fiers de leur blonde blanche et tout. Moi, je trouve ça dommage. Puis c'est sûr que moi, par le passé, j'ai fréquenté que des hommes blancs. Ça ne m'a pas donné l'opportunité de fréquenter un homme noir. Mais c'est sûr que je trouve ça quasiment dommage parce que
je voudrais pas retourner au temps de l'esclavage, mais c'est comme dire, je suis capable d'avoir un homme blanc, regarde comment que je suis fière, je suis capable d'avoir une femme blanche, regarde comment je suis fière. Mais il y a des femmes noires, il y a des hommes blancs, tu sais, je veux dire, il y a de l'excellence dans toutes les cultures. Il n'y a pas de fierté à avoir un homme blanc ou à avoir une femme blanche dans sa vie. Il n'y a aucune fierté. Puis, c'est vraiment être fier de non seulement sa personne, sa sexualité et de vraiment de own it, là. Puis à partir de ce moment-là, les gens vont arrêter. Ça commence par soi, hein. Le progrès, ça commence vraiment par soi. Ce que tu laisses aux autres te faire, c'est comme ça qu'ils vont te voir, non seulement toi, mais ta communauté parfois. J'adore. Mais c'est juste comme petite anecdote, moi sur un site de rencontre que j'étais cet été, je me suis un peu après le confinement, je tiens à dire, pas avant, hein. Je me suis mis sur un site de rencontre et puis j'ai mis comme une petite quote. Venez me parler de comment vous. Attends, c'est quoi? Venez me parler de comment vous participez activement à la libération du peuple noir avant de me parler. Mais j'ai eu des screenshots que peut-être je partagerai un jour là, mais c'était assez intéressant. Mais j'aimerais beaucoup que, par exemple, King, avec tes ressources, tes expériences qui sont toujours valeureuses dans ce cercle, tu nous apportes comme une espèce de input sur cette fétichisation de nos corps noirs et en plus de ça d'être une personne dans le spectrum de la transmasculinité. Bah déjà, j'ai l'impression, je sais pas, c'est vraiment, ok, c'est vraiment bizarre, mais la plupart des personnes avec qui je suis sortie, je me rends compte, même les personnes noires, je me rends compte au bout d'un moment que, bah en fait, ils sont pas attirés par les personnes noires. Et moi, c'est comme ils me voient pas comme une personne noire. Et à chaque fois enfin, ça, plusieurs fois, pas tout le temps, hein, mais il y a plusieurs fois où ça m'est arrivé. Parce que ça, il y a plusieurs personnes où je suis sortie qui ils sortent que avec des personnes noires. Et ces personnes-là, en général, c'est comme, tu sais, je me sens comme reconnue, je me sens comme, c'est ça, comme qui je suis. Et je me sens comme un peu libre de faire ce que je veux. Enfin, de m'exprimer comme je veux. Et les personnes, c'est ça, la plupart des personnes, quand même, c'est des personnes qui, en fait, sont jamais sorties avec des personnes noires. Et on a des conversations et tout, et à un moment, je me rends compte qu'en fait, non, eux, ils pensent pas que je suis noire. Et moi, je suis comme, mais, enfin, t'as rencontré mon père, t'as vu ma famille, toi, si t'as un enfant, tu vas l'appeler blanc. Est-ce que tu t'aimes? Genre, je sais pas. Enfin, pour moi, c'est ça. Enfin, personnellement, c'est ça. Genre, si t'as je sais pas, si t'es une personne noire, t'as un enfant, même si c'est avec une personne blanche, est-ce que tu vas appeler ton enfant blanc? Et, enfin, pour moi, c'est ça, en tout cas. Mais après, bon, il y a d'autres, parce que c'est ok, c'est très, et ça c'est vraiment, mais vraiment, vraiment très fucked up, et il y a aucun moyen que je peux le dire avec des mots un peu distingués, donc je suis désolée en avance. Mais le nombre de personnes avec qui j'ai couché et qui me disent, oh, you got a big black dick, je suis une personne transmasculine, on s'entend, ok. Et le nombre de personnes qui m'ont dit ça, ou genre qui font comme, oh, it's cause you're black, et enfin, en tout cas. Et donc, c'est comme, quand on n'est pas dans un contexte sexuel, tu me vois pas comme personne noire. Mais après, quand on arrive dans un contexte sexuel, directement, je suis une personne noire. Donc, en fait, et c'est vraiment très, et c'est très, et par contre, je suis aussi sortie, c'est ça, sortie avec des gens que, c'est ça, dans un contexte sexuel, je me fais toujours petit. Enfin, il y a toujours une remarque bizarre. Et dans un autre contexte, c'est comme moi, mais t'es pas vraiment noir, en fait. Et après, c'est comme quand je commence à, tu sais, j'écoute du hip-hop, je prends la culture noire, c'est ça, moi, ma culture. Enfin, c'est ça, c'est ma culture, c'est comme ça. Moi, chez moi, c'est comme, je sais pas, genre, tu sais, ça sent toujours, ça sent les épices, ça sent les encens, ça sent, enfin, des trucs comme ça. Et pour ça, c'est des trucs que ça fait chier le monde parce qu'ils sont comme, ok, mais en fait, moi, j'aime pas, t'écoutes trop cette musique-là, tu fais trop ça ou ça, ou tu joues trop à 2K ou des trucs comme ça. Et je suis comme, en fait, t'aimes pas les personnes noires, quoi. C'est comme, toi, pour toi, c'est comme tu me kiffes parce que je suis light skin et tu voudrais que je sois une personne blanche, en fait. C'est pour ça que tu sors avec moi, genre. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je fais comme vraiment plus attention avec. C'est ça, si je sors avec quelqu'un et si t'es jamais sorti avec une personne noire de ta vie, bah, moi, je ne suis pas intéressée. Personnellement, ça, c'est un truc que moi, maintenant, je suis pas capable parce que c'est comme, non, je veux que tu me montres que c'est pas ma couleur de peau que tu fétichises.
que pour moi, tu vois ce que je veux dire, que t'es pas une personne que, en fait, tu vas traiter les personnes qui ont une couleur de peau plus foncée, tu vas les voir et que tu vas être comme, ouais, non, ces personnes-là ne m'attirent pas. Et pour moi, c'est comme, je veux pas être avec quelqu'un qui pense comme ça, en fait. Et je pense que c'est un truc qui est très important pour les personnes qui ressemblent à ce que je ressemble, c'est que si tu sors avec quelqu'un qui respecte pas les personnes de la communauté noire, qui a une peau plus foncée, c'est ta faute aussi, tu vois. Et que tu as aussi du travail à faire sur toi-même et que tu as aussi du travail. Puis tu as le droit de les rejeter. Tu peux les rejeter, il n'y a aucun problème. Même si c'est une personne, je veux dire, même si c'est une personne noire, pour moi, c'est comme je veux pas contribuer. Je veux juste pas contribuer à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et, en tout cas, donc c'est ça. Et après, bon, sinon, bon, déjà, les femmes cis, eux, tu leur dis que t'es trans, si elles sont pas lesbiennes à 100%, en général, elles ont beaucoup de problèmes avec ça. On s'entend que, donc, ça veut dire que si elles sont lesbiennes à 100%, elles te voient comme une femme, quoi, elles ont pas de problème avec ça, donc c'est mégenré. Et pour moi, c'est ça, genre, les personnes, enfin, c'est ça, les femmes, la plupart des femmes cis, genre, c'est comme, elles peuvent être attirées par toi sur tous les niveaux, mais après, quand ton corps va venir en jeu, c'est comme, ah ben, je sais pas quoi faire, ça me rend nerveuse, et des trucs comme ça, et c'est comme, mais, au pire, tu me demandes, je sais pas. C'est très simple, en tout cas. Et, mais sinon, les personnes qui m'envoient le plus de messages et les personnes qui m'envoient ouais, c'est ça, qui m'envoient le plus de messages sur les réseaux sociaux, qui essaient de flirter avec moi le plus, c'est des hommes qui sont quand même nettement plus vieux que moi. Et je sais très bien que la raison pour laquelle ils m'envoient des messages, c'est parce que moi, j'ai l'air très, très jeune. Et j'ai l'air d'un petit jeune. Et puis, vu que je suis trans, c'est pas, moi, je suis un petit jeune submissif, tu vois. C'est pas, ça, c'est aussi quelque chose qui me fait chier. C'est que tous les mecs qui m'approchent, ça, c'est tous des gens qui sont comme, ah, moi, je suis un homme top et tout. Et moi, je suis comme, ferme ta gueule, ça fait 15 messages que tu m'envoies suite sans que je réponde. C'est toi qui es en train de me dire s'il te plaît, c'est pas d'homme, ça. C'est le contraire. En tout cas, mais tu vois, donc cette idée-là que genre les mecs trans, en fait, c'est juste, je suis désolée de dire ça comme ça, mais ça, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Même quand moi, j'ai dit que genre je m'étais fait assaulter et tout, la plupart de la narrative qui était, bah, c'était, ah, les hommes trans, c'est juste des trous, en fait. Donc, tu vois, et c'est un peu comme la misogynie qui revient dessus. Et donc, c'est ça, en fait. Et moi, j'ai énormément trouvé des gens avec qui je suis confortable, en fait. Parce que c'est aussi ça. Et bon, donc ouais, c'est que j'ai envie d'être, pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment, j'ai envie d'être vue, quoi. Et avant, c'est vrai que j'avais une sexualité où genre, j'avais aucun problème à genre coucher avec des gens, ou coucher avec mes amis, ou faire des trucs comme ça. Et maintenant, c'est comme, j'ai limite, cette dernière année, genre, il y a eu 2 personnes peut-être qui m'ont touché, et genre, ça m'arrive très, très rarement, et c'est comme, je me sens vraiment mieux dans mon corps, parce qu'en fait, la plupart du temps, 80% du temps où j'avais du sexe avec des autres personnes, c'était mon corps était pas respecté, en fait. Et je sais pas, à chaque fois, je me disais, bah tiens, je vais coucher avec cette personne, ça va être différent parce que regarde, il respecte les personnes trans ou elle respecte les personnes trans et en fait, tu couches avec et tu te rends compte que non, en fait, il te voit pas comme toi, tu as envie d'être vu. Et donc, moi, je préfère rester celibate. Franchement, je suis passé par cette étape aussi de celibacy, genre, mais honnêtement, comme on court à court de temps. Je sais pas si ça se dit ça. Mais moi, je peux m'asseoir ici, on peut continuer à parler toute la journée parce que moi, je peux pas arrêter. Mais bon, en tout cas, je suis en train de voir l'heure. Mais je vais conclure très rapidement en vous remerciant d'avoir donné de votre temps, d'avoir donné de vos ressources, d'avoir donné de vos expériences et d'avoir mis votre cœur sur cette table. C'est du travail, c'est aussi du travail émotionnel qu'on vous demande et ça, moi, j'aimerais le reconnaître, genre, devant tout le monde, que parfois le travail, même émotionnel, n'est pas reconnu. Merci Naomi, merci King. J'aimerais rappeler, donc nous avons notre beauté King ici qui est en train de faire des choses admirables avec Transtrenders, transtrenders.com. Allez voir ça, ça va se passer. C'est mieux que vous soyez dans le wagon quand ça part parce que je sens que ça va être de la bombe. Et book my friend King. Make sure to always pay for the labor, emotional labor, physical labor, for trans people. La même chose pour ma ravissante Naomi qui est panéliste, artiste multidisciplinaire, mannequin, styliste. Vous pouvez la booker. Naomi Champagne sur les réseaux sociaux. Elle est très busy, mais je suis sûre que
si vous lui donnez un bon cachet, elle sera avec vous avec plaisir parce que she deserves it. Ben écoutez, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'était une super conversation. J'ai hâte de vous revoir en personne si le déconfinement nous permet. Puis je vous embrasse. Merci, merci, merci d'avoir partagé vos histoires avec moi. Bisous, bisous. Bye. Merci. Bye.